La relation entre l'Iran et Israël est caractérisée par ce que beaucoup d'analystes appellent une guerre de l'ombre. Il ne s'agit pas d'un conflit ouvert et direct avec des armées qui s'affrontent face à face, mais d'une confrontation indirecte sur plusieurs fronts. Les points clés de cette tension, si on les décompose et les décortique, il y a d'abord les conflits par procuration, proxy. L'Iran soutient et finance des groupes armés dans la région qui sont hostiles à Israël. Les plus connus sont le Hezbollah au Liban, le Hamas et le djihad islamique dans les territoires palestiniens, les milices en Syrie et en Irak, les Houthis au Yémen. Israël riposte régulièrement en menant des frappes, le plus souvent aériennes, contre des positions de ces groupes et intérêts iraniens, principalement en Syrie. Et puis, comme point clé en fait de cette tension, il y a également le programme nucléaire iranien, dont on fera état. Et puis, des escalades récentes. La guerre de l'ombre a connu une escalade précédente en avril 2024, lorsque l'Iran a lancé pour la première fois une attaque directe de drones et de missiles sur le territoire israélien, en riposte à une frappe attribuée à Israël sur son consulat à Damas. Israël a ensuite répliqué de manière limitée. Bien qu'un conflit total ait été évité, cet échange a montré que la confrontation pouvait devenir directe à tout moment. Et puis, ensuite, la situation reste volatile. En juillet 2025, c'est ce que nous allons voir, la guerre de l'ombre se poursuit avec des cyberattaques, des opérations clandestines et des frappes en Syrie. Écoutons Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien, sous Andreotti et Berlusconi, qui décrit avec précision ces situations. Des zones clandestines et de Red Notice. Vous êtes au bord de l'eau, il fait bon, petite brise, vous avez le dernier Sergueï Girnov sur votre serviette de plage, les lunettes de soleil bien crampées sur les oreilles, et vous écoutez Jean-François Carracci et Aurélien Roy. Vous découvrez dans les journaux français que les services secrets israéliens se sont rendus compte qu'il y avait des espions iraniens chez eux, sur le territoire israélien. Mais comment cela est-il possible ? C'est possible parce que les frontières ne sont pas déjà impénétrables et parce que, comme je le dis souvent, il ne faut jamais oublier que quand quelqu'un est un espion, il a un espion en face de lui. Je me souviens à l'époque, Andreotti, quand j'ai commencé en 2004, j'étais dans une situation un peu particulière parce que je venais de découvrir les histoires de l'AICI Carracci, j'étais un peu troublé. Et puis il m'avait dit, mais non, justement, comme tu as découvert que tu n'étais plus actionnaire d'une entreprise dont tu ignorais que tu étais actionnaire, eh bien le contre-espionnage, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on t'a choisi. Alors j'ai dit, comment ça ? Mais il dit, mais parce que le contre-espionnage, c'est de la parfaite illusion. Chers auditeurs qui connaissaient la série américaine The Americans. The Americans est une série télévisée américaine d'espionnage d'époque créée par Joe Westberg, un ancien agent de la CIA, diffusée de 2013 à 2018. Elle se décompose en 75 épisodes répartis sur 6 saisons. L'intrigue se déroule pendant la guerre froide dans les années 80 et suit Philip Matthew Rice et Elizabeth Jennings, Kerry Russell, 2 agents dormants du KGB soviétique. Ils se font passer pour un couple d'Américains ordinaires vivant dans une banlieue de Washington DC, tout en élevant leurs 2 enfants, Paige et Henry, nés aux États-Unis et ignorant tout de la véritable identité de leurs parents. La tension narrative est amplifiée par la présence de leur voisin Stan Beeman, agent du FBI, etc., etc. Je ne voudrais pas déflorer l'histoire, reprenons le récit de Jean-François Carracci. Où il s'agit de 2 espions soviétiques qui vivent sous fausse identité, ils sont agents de voyage, ils vivent à Washington et ils ont comme voisin de rue un agent du FBI, un agent spécial du FBI qui est à la direction du contre-espionnage du FBI. Et le mec, au départ, se rend compte qu'il y a peut-être un truc qui ne va pas avec ses voisins, mais comme justement le couple d'espions russes sait parfaitement maîtriser les apparences parce qu'on leur a appris à faire comme ça, et bien finalement le gars passe à autre chose. Et pour quelques années plus tard, bien se rendre compte qu'il avait raison et même se retrouver en difficulté professionnelle à cause de cela.
Le monde de l'espionnage est un monde passionnant et à la fois extrêmement complexe parce que c'est un monde où on ment aux autres et parfois on finit par se mentir à soi-même. Quand, pour ma part, par exemple, lorsque je suis allé me réfugier à la Légion étrangère après ma préparation militaire supérieure, je suis allé revoir les gars que je connaissais à l'Audun-Ardoise, à la réserve, et je leur ai dit, je veux rentrer à l'active, je veux aller à Cavaillon, au service de recrutement de la Légion, puisqu'à l'époque, Georges Cardel, qui est le personnage des romans, à la grâce du diable aux éditions du Net et Georges aux éditions du Net, et à venir notamment Giulio aux éditions du Net, eh bien ce Georges Cardel a eu une activité, a existé. Georges Cardel était né à Laval, au Québec, le 23 avril 1980. Et donc, ce Georges Cardel, eh bien, avait appris à avoir l'accent québécois, avait appris à aller au Québec, à être un Québécois qui vivait en France. Eh bien, c'est pareil pour les questions israéliennes, iraniennes. Les services secrets israéliens sont très bons, mais les services secrets iraniens sont aussi très bons. Les services secrets israéliens ont l'expérience des chasseurs de nazis, donc ils savent faire, ils savent trouver les gens qui se cachent. Mais il est complexe de trouver sur la question du contre-espionnage des gens, parce que, par exemple, les Iraniens peuvent retourner des agents israéliens ou des athées au service de l'Iran, et c'est complexe parce que Israël n'est pas un État policier, même si c'est un État très sécurisé. Et bien malgré cela, il y a des gens qui arrivent à vivre sous légende, qui arrivent à vivre sous fausse identité, ou même des vrais Iraniens avec leur vrai nom, qui arrivent à parfaitement maîtriser les apparences de leur vie. Parce que, c'est ce que me disait Andréotti, l'art du contre-espionnage, que ça soit de faire de l'espionnage chez l'autre ou de découvrir qui fait de l'espionnage chez nous, c'est une trajectoire. Et c'est ça que je vais vous expliquer. C'est la façon dont on sait, on comprend de suite ce qu'il en est. Et c'est ça, la série des Américains, ce qui présente très intelligemment. C'est qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans la vie d'un espion. Et dans le bureau des légendes, c'est pas mal expliqué aussi, quand la petite Girardot se fait torturer par les services secrets iraniens, justement. Elle, qui est soi-disant sismologue, les Iraniens comprennent bien qu'en fait, elle est là pour espionner, et ils ont raison. Les Iraniens ont raison, même si bien sûr il s'agit d'un film, mais dans la vraie vie, c'est pareil. C'est même plus complexe encore dans la vraie vie. Et donc, c'est quoi? C'est qu'ils vérifient, vous avez votre nom, c'est ça, vos grands-parents, c'est ça, et ils font ceci, ils font cela. Mais il y a une chose qui n'est pas comprise et pas bien assimilée, et c'est pas un secret que je révèle. Mais quand on vérifiait avec Andréotti sur Berlusconi si on avait quelqu'un qui existait réellement en face de nous, après vous avez les gens qui existent vraiment et ce sont leurs intentions qui sont cachées. Et puis vous avez des gens dont l'identité est fausse parce qu'ils ont un but qu'ils doivent atteindre, et s'ils sont découverts après ce but atteint, c'est pas grave. Mais il faut pas qu'ils soient découverts avant. L'une des choses essentielles, c'était par rapport au numéro de sécurité sociale. Il y a des gens qui ont des faux numéros de sécurité sociale ou des vrais faux numéros de sécurité sociale et qui vivent comme dans Mad Men. Mad Men, par exemple, Donald Draper, qui est en fait Dick Wickman, eh bien, vit sous l'identité de Donald Draper, sauf que Donald Draper, il a été marié une première fois. Et cette femme-là, abandonnée, eh bien, se rend compte que son mari, qui est censé être mort ou avoir survécu justement, n'est pas son mari. Et puis il y a un problème d'âge, il y a un problème de physique, il y a un problème d'accident, de maladie, etc. Donc la meilleure façon de scanner en fait ça, c'est-à-dire c'est faire une radiographie de la vie de quelqu'un. Vous avez à la Légion, au bureau des statistiques de l'information de la Légion, ce sont les services secrets de la Légion, les services de renseignement qui s'appellent la Gestapo.
Et le commandant Martins, à l'époque, m'avait formé. La Légion a 14 jours pour dire à quelqu'un qui vient se faire recruter dans un service de recrutement, vérifier si la personne a des antécédents judiciaires et si la personne existe réellement. Parce que vous avez beaucoup de gens qui fuient leur pays ou qui fuient la misère, étrangers ou français. Et mais il y a beaucoup de mensonges qui sont dits lors des recrutements à la Légion étrangère par les gens qui veulent se faire recruter. Et donc le service d'information et de recrutement, le service d'information et de statistique, a besoin de savoir qui est en face de lui. Il faut trouver la réponse. Il faut savoir qui est là, en face de vous, en sachant très bien que la personne ment 9 fois sur 10. Et bien toujours on trouve. Pourquoi ? Parce que même si la personne a des faux papiers, ou si la personne n'a pas de papiers, ou si l'histoire qu'elle raconte a l'air vraie, par le simple fait que la personne est là, c'est qu'il y a eu un accident de vie. Soit parce que la personne manque d'argent, parce que la personne fuit judiciairement quelque chose, ou parce qu'elle veut se faire former, c'est le cas des terroristes. Beaucoup d'anciens légionnaires sont dans les rangs d'Al-Qaïda, d'Al-Nusra, etc., parce que ça leur a permis d'être formés, d'être payés, d'être nourris, et d'apprendre comment la Légion, qui est le premier corps qui est envoyé à l'étranger au nom des intérêts supérieurs de la France, fonctionne. Donc, dès l'instant où vous avez quelqu'un au bureau des statistiques, la Légion qui s'assoit devant vous, vous savez que 9 fois sur 10, vous avez un type qui ment. C'est pas un héros ou un type qui veut servir à la France et faire couler son sang pour la France. Hein. Vous n'avez pas ça. Vous avez un mec qui a besoin de survivre. Moi, je suis pas allé faire à l'Audun-l'Ardoise, au premier régiment étranger du génie, après ma préparation militaire supérieure à l'école d'application de l'artillerie en 2004, sous les ordres du commandant Luciani et du commandant du RIF. Je suis pas allé par héroïsme, j'y suis allé parce que mon père adoptif François-Joseph Karachi m'avait ruiné, m'avait viré de société par défaut d'écriture, et il me fallait bouffer, il me fallait trouver un point de chute. Parce que la Légion reste une armée de sans-papiers et une armée de mercenaires, et rien d'autre. Après qu'on ait construit toute une légende, tout un fantasme là-dessus parce que ça permet de recruter, je le comprends. Mais la Légion reste ça. Donc que Israël se retrouve en porte-à-faux parce que des espions iraniens existent sur son territoire qui ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est normal. Ça arrive à tous les services secrets. Tout le monde. Parce que c'est normal. Parce que c'est un jeu du chat et de la souris. C'est un jeu du mensonge. C'est le cocu qui découvre qu'il est le dernier à savoir qu'il est cocu, alors que les voisins et la famille le savaient. C'est normal. Moi, parce que je côtoie moins, mais j'ai beaucoup côtoyé les services secrets, qu'ils soient italiens, roumains ou suisses, un peu français, mais malheureusement, moi qui aime la France et qui suis français par ma grand-mère Anne de Bourbon-Parme, donc princesse de France, hein, donc j'ai ce sang des Bourbons en moi, en même temps que celui des Hohenzollern, parce que c'est normal, c'est ma génétique familiale. Eh bien, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que j'ai perdu le fil, je suis en train de conduire et du coup j'ai perdu le fil de ma conversation. Oui, il est normal que les services secrets soient perméables parce que c'est ce monde-là, c'est un métier. Être un agent de renseignement ou être un espion ou être un analyste, c'est un métier. Et un métier qui recouvre différentes facettes et différentes compétences. Et c'est un métier économiquement viable pour un État parce que ça permet, par exemple pour les services économiques de renseignement, que ça soit Tracfin ou autre, eh bien de vérifier des choses, de défendre les intérêts supérieurs de la nation, qui ne sont pas forcément que militaires, qui ne sont pas que politiques, mais qui sont aussi économiques, sociaux, etc. Donc que Israël n'est pas nul parce que les Iraniens savent leur faire à l'envers, parce qu'Israël aussi l'a fait à l'envers. Pour ce qui est par contre du terrorisme islamiste, parce qu'il existe différents terrorismes, il a existé le terrorisme irlandais qui s'est calmé, le terrorisme corse qui s'est calmé, et que sais-je encore. Mais ce que je veux dire, c'est que le terrorisme islamiste, il se calmera ou disparaîtra quasiment le jour où ces nations pétrolières qui ont pris l'islam politique pour une assurance vie. Il faut bien comprendre, et ça je l'ai appris sous Berlusconi
et surtout sur Andreotti. L'un des meilleurs amis d'Andreotti, c'était Frank Carlucci, C-A-R-L-U-C-I. Qui était Frank Carlucci? C'était un directeur adjoint de la CIA, qui était un ami très proche d'Andreotti, et Carlucci avait créé le fonds d'investissement Carlyle. Carlyle servait de boîte d'investissement pour la CIA. D'ailleurs, dans le livre Giulio, aux éditions du Net, il va y avoir tout un chapitre où j'explique que la CIA est une agence économique au service des intérêts économiques des États-Unis, tout autant qu'elle est une agence de renseignement, parce que la CIA a géré de façon très réelle et très officieuse, officielle, les trafics d'armes, les trafics de drogue, les trafics de pétrole aussi. Les Al Saoud, qui est la famille régnante d'Arabie Saoudite, est riche comme elle est riche parce que la CIA les a choisis pour contrôler le pays, qui était un pays de tribus, un régime tribal ingérable. La CIA a dit, moi et British Petroleum avec le MI6, pareil, on choisit les Al Saoud, ils vont régner et on va mettre en place un régime politique qui va bien. En Afghanistan, et la fortune du pavot ça aurait pu fonctionner pareil. L'Afghanistan aurait pu être un partenaire fiable, turbulent mais fiable, comme l'Arabie Saoudite l'a été. C'est juste que, parce que faut pas imaginer que les Pachouns ne sont forcément plus excités ou plus sages que ne peut l'être des Touaregs dans le désert, parce que c'était des caravaniers, les Saoudiens avant, sur la route de la soie et de l'encens. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de comprendre que la CIA, je l'ai expliqué ce matin sur l'Afghanistan, ils ont fait des conneries avec l'Afghanistan en organisant le régime islamiste pour faire chier les Russes, sauf que l'URSS a chuté, et maintenant c'est la CIA qui doit gérer cette merde-là. Mais d'autres auraient certainement pas mieux fait. Parce que les services de renseignement, les services d'actions de renseignement sont toujours des services violents, qui ont des calculs de voyous. C'est d'ailleurs souvent ce que j'explique. Il y a beaucoup de voyous dans le service de renseignement, il y a beaucoup de services de renseignement chez les voyous, parce que souvent c'est la même façon de réfléchir. Après 12 jours de fureur et de flammes, le silence qui retomba sur le Moyen-Orient n'était pas celui de la paix, mais celui d'un échiquier où les deux camps hagards contemplaient leurs pions sacrifiés en se demandant qui jouerait le prochain coup. À bientôt sur un autre épisode des Ondes clandestines.